Il est 3 heures du matin. Le silence enveloppe toute la maison. Et là, d'un seul coup, le bébé hurle à plein poumon. Ah oui, le classique réveil en sursaut. C'est ça. La tension monte instantanément, le cœur se met à battre la chamade, et le tout premier réflexe viscéral en courant vers la porte, c'est de se dire qu'il fait un cauchemar atroce, qu'il faut absolument le sauver d'un monstre caché sous son lit. C'est le réflexe de protection humain par excellence en fait. Sauf que, la science est formelle sur un point précis. C'est neurologiquement impossible. À 6 mois, un bébé n'a tout simplement pas le cerveau équipé pour fabriquer un cauchemar. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse se trouve dans la mécanique très intime de ce petit cerveau en pleine construction. Donc pas de monstre, quoi. Non, pas de monstre. Pour générer un scénario narratif terrifiant, pour imaginer une chute interminable ou une entité dans le placard, il faut une maturité cognitive spécifique, une vraie capacité d'abstraction. Et ces facultés, elles n'apparaissent que vers l'âge de 18 mois, voire 2 ans pour des rêves vraiment construits. D'accord. Donc l'idée du cauchemar avec des ombres menaçantes à 6 mois, c'est un mythe total. Et c'est précisément ce mythe que nous allons déconstruire aujourd'hui. Tout à fait. Notre point de départ pour cette exploration, c'est un article extrêmement riche publié en avril 2026 sur le blog Les Petits Ronfleurs. Il est rédigé par Nora et s'intitule « Cauchemar bébé 6 mois, le guider vers de douces nuits ». Un article très complet, oui. Et nous allons croiser cette source avec des données neurologiques. Bon, décortiquons tout ça. Si le cerveau n'a pas encore téléchargé les logiciels pour créer un film d'horreur mental, que se passe-t-il pendant leur sommeil paradoxal? Parce qu'ils rêvent bien, ces bébés. Ah, pas bien sûr. Le sommeil paradoxal existe dès la naissance, c'est la phase des rêves. Mais à 6 mois, c'est pas un cinéma narratif qui se joue. C'est quoi alors? Le cerveau traite des éléments beaucoup plus pragmatiques. Il métabolise les émotions brutes de la journée. Il classe, il trie et surtout, il consolide les apprentissages sensoriels et moteurs. L'assurance maladie est très claire là-dessus. C'est-à-dire? Les réveils nocturnes concernent la majorité des enfants entre 9 mois et 3 ans. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des étapes de développement incontournables. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, on peut imaginer le cerveau du bébé comme un ordinateur qui lance de lourdes mises à jour système en arrière-plan la nuit. C'est une excellente image, oui. C'est pas un casque de réalité virtuelle qui projette un film d'épouvante, c'est juste un processeur qui tourne à plein régime, qui surchauffe un peu pour intégrer des gigaoctets de nouvelles données. C'est exactement ça, le processeur chauffe. Mais du coup, une question demeure. Si ça se contente de trier des données, pourquoi on assiste à des réactions aussi extrêmes? On a l'impression d'une vraie souffrance émotionnelle. Pour comprendre cette intensité, il faut arrêter de chercher une explication unique. Il se joue un vrai match entre deux phénomènes nocturnes complètement différents. Ah, d'accord. Lesquels? L'un est neurologique et très impressionnant. L'autre est émotionnel ou physique. Et la réaction de l'adulte va dépendre entièrement de la distinction entre la terreur nocturne et le réveil agité. Alors commençons par la terreur nocturne, parce que c'est souvent le diagnostic instinctif qu'on pose à tort dès qu'il y a des cris stridents. Souvent à tort, carrément. Chez le nourrisson, ça reste rare, sauf s'il y a une dette de sommeil sévère. Mais quand ça arrive, c'est saisissant. Ça se passe comment concrètement? Ça survient en début de nuit, environ 1 à 3 heures après l'endormissement, en plein sommeil profond. Le système nerveux s'emballe, l'enfant hurle, transpire, se débat. Et il a les yeux ouverts, non? Souvent, oui. Et c'est ça qui trompe les parents. Mais le regard est vide. Neurologiquement, il ne voit rien. Il est coincé dans une zone grise entre l'éveil et le sommeil profond. Et la règle d'or des spécialistes est stricte. On n'intervient pas, on ne le réveille sous aucun prétexte. Attends, il faut vraiment ne rien faire. Absolument rien. C'est hyper contre-intuitif. Pour quiconque observe un enfant hurler les yeux ouverts, l'instinct primitif, c'est de se jeter sur le berceau, de le secouer doucement. C'est une torture psychologique de rester les bras croisés, non? C'est un test d'endurance pour l'adulte, c'est clair. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, intervenir de manière brusque, c'est aggraver la crise en cours. Pourquoi? Le cerveau est en sommeil lent profond. Les ondes sont très lentes. Si on le secoue, on crée une fragmentation violente du sommeil. On prolonge sa confusion et on finit par l'effrayer pour de vrai, parce qu'il se réveille totalement désorienté. Ah ouais, la panique. Voilà. La consigne, c'est juste de sécuriser l'environnement pour qu'il ne se cogne pas et de laisser passer la vague. L'enfant, lui, n'en gardera aucun souvenir au réveil. C'est juste l'adulte qui est traumatisé. D'accord, donc abstention bienveillante pour la terreur nocturne. Mais que se passe-t-il si le regard n'est pas vide? Si au milieu des pleurs, l'enfant nous regarde et tend les bras?
Là, on bascule dans le réveil agité. C'est plutôt en fin de nuit ou pendant les siestes. La dynamique est inversée, l'enfant est vraiment conscient. Il est complètement réveillé, quoi. Oui, il ressent un inconfort ou une peur et il a un besoin viscéral de contact physique, de la voix apaisante pour faire redescendre son rythme cardiaque. Et donc, s'il est éveillé et qu'il réclame ce contact, c'est qu'un saboteur de sommeil a interrompu son cycle. L'article regorge de statistiques sur ce point d'ailleurs. Tout à fait. On y apprend qu'entre 25 et 50% des enfants de moins de 5 ans ont des troubles du sommeil, avec en moyenne 3 réveils par nuit. Et finalement, le problème n'est pas le réveil en soi, c'est l'incapacité d'un tiers des bébés à se rendormir seuls. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est tout le défi. Pour se rendormir, il faut se sentir en sécurité. Or, vers 6 mois, plein de facteurs perturbent cette sécurité. Le responsable numéro 1, dans 30% des cas selon la source, c'est l'angoisse de séparation. Ah, ce cap fameux des 6 à 8 mois. Oui, c'est pas un caprice, hein. C'est un bouleversement cognitif massif. L'enfant réalise qu'il n'est pas une extension du corps de ses parents. Il acquiert la permanence de l'objet. C'est-à-dire qu'il comprend que le parent existe toujours, même s'il ne le voit pas. C'est ça, le cerveau comprend que l'adulte est ailleurs, loin de lui. Cette séparation spatiale provoque une panique, un sentiment d'abandon qui empêche le rendormissement. Une vraie crise existentielle à 3 heures du matin en somme. Ensuite, il y a les fameuses poussées dentaires. Ça représente 22% des cas. On sait que percer des dents, ça fait mal, mais pourquoi ça prend des proportions bibliques la nuit? À cause de la position allongée, en fait. Ah oui, la pression sanguine. C'est ça. Quand l'enfant est à l'horizontale, le sang afflue vers la tête et les gencives enflammées. La douleur devient une pulsation lancinante au rythme du cœur, d'où les joues écarlates en pleine nuit. La physiologie est sans pitié. Et c'est pareil pour la diversification alimentaire, qui cause 16% des réveils. Oui, le tube digestif est novice, il découvre des fibres, des protéines, ça génère une forte fermentation bactérienne et des gaz. Les spasmes fracturent le sommeil léger. Et on ajoute les 12% dus au rhume. Mais le truc le plus fou, ça reste les 20% causés par les acquisitions motrices. Ah oui, le cerveau qui répète ses gammes en boucle. C'est exactement l'équivalent d'un somnambulisme sportif pour nous enfants. C'est comme si, adultes, on se mettait à répéter un swing de golf en dormant et qu'on se réveillait coincé dans les draps. C'est une très bonne comparaison. Le bébé s'entraîne inconsciemment à se retourner sur le ventre. Mais il exécute le mouvement, se bloque contre les barreaux, n'a pas la force de revenir sur le dos et finit par hurler de frustration. C'est terrible pour lui. Et au-delà de ces causes très physiques, l'article parle d'un dernier phénomène super pernicieux. Le faux départ. Le false start, oui. Un piège redoutable. On couche l'enfant, il s'endort bien, et soudain, à peine 30 à 120 minutes plus tard, il se réveille en hurlant, l'air terrorisé. Et là, on imagine direct une angoisse, un bruit dans la rue. Alors que la véritable cause est purement biochimique. C'est la fatigue. Donc, si on suit cette logique, la fatigue mal gérée fait produire du cortisol, l'hormone du stress. Et ce pic de cortisol agit comme de la caféine et fait exploser le cycle de sommeil. C'est exactement le mécanisme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? La solution, c'est pas de bercer l'enfant à l'infini, c'est de changer l'organisation de la journée. L'Institut national du sommeil et de la vigilance recommande de devenir l'observateur de l'horloge biologique. Faut tenir un petit carnet de bord sur 3 jours pour repérer les durées d'éveil. Et ensuite, on ajuste. Voilà, on allonge ou on raccourcit l'éveil par petites tranches de 10 à 15 minutes pour faire baisser le cortisol. Bon, comprendre la théorie du cortisol ou des enzymes, c'est fantastique à froid avec un café. Mais quand les murs tremblent la nuit, il faut une méthode d'action immédiate. L'article propose l'échelle d'intervention. Oui, le principe, c'est de lutter contre l'impulsion de répondre immédiatement. L'enfant gémit. La première étape, c'est de patienter 2 à 5 minutes. C'est long, 5 minutes dans le noir. C'est très long, mais ce temps correspond à la micro-transition naturelle entre 2 cycles. En intervenant trop vite, l'adulte crée paradoxalement le réveil complet qu'il redoutait. Et si les pleurs montent en intensité? On y va par paliers. D'abord, juste la voix depuis la porte. Ensuite, le contact physique. Juste une main posée fermement sur le torse. La proprioception régule le système nerveux. Et le transfert dans les bras, c'est vraiment le dernier recours. En fait, cette échelle, c'est du dépannage informatique appliqué au bébé. On ne débranche pas directement la prise au moindre bug, on bouge d'abord la souris, puis CTRL Alt supprime, et en dernier recours seulement le redémarrage forcé,
Sortir du lit, c'est le redémarrage forcé. J'adore l'analogie. Et c'est vital pour l'adulte d'avoir cette échelle. L'équipe de Gabrielle Fréchette-Boilard a mis en évidence le stress astronomique généré chez les parents. Avoir un algorithme d'intervention empêche de basculer dans la panique. Mais disons qu'on arrive au redémarrage forcé. L'enfant finit par s'endormir sur notre épaule, vient l'épreuve olympique. Le remettre dans le berceau sans déclencher l'alarme. Il y a une méthode pour ça? Il faut observer l'entrée en sommeil lent profond. Ça prend entre 8 et 15 minutes de bercement. Le test infaillible, la perte totale de tonus musculaire. Le bras doit retomber lourdement sans résistance. Le fameux test du bras mou? Voilà. Et là, on amorce la descente avec une lenteur chirurgicale. Et surtout, une fois posée, la main de l'adulte doit rester plaquée sur le torse 1 ou 2 minutes. C'est une question de transfert de chaleur, non? Exactement, de la thermodynamique. On évite le choc thermique entre le corps à 37 degrés et le drap froid. Ça empêche le réflexe archaïque de Moreau qui donne l'impression de chute libre au bébé. Et pour éviter de faire cette chorégraphie 10 fois par nuit, l'article mentionne une astuce. Des tétines phosphorescentes éparpillées dans le lit, pour que l'enfant se gère seul. Mais là, je suis perplexe. Est-ce qu'on ne fait pas que déplacer la dépendance? C'est une réserve très légitime, oui. Bah oui, il devient dépendant de bouts de plastique pour s'endormir, c'est pas vraiment de l'autonomie. La tétine reste une béquille, oui. Mais dans cette phase intense, l'objectif à court terme, c'est de rompre la dépendance directe à l'adulte pour que la famille survive à la dette de sommeil. En cherchant l'objet seul, l'enfant expérimente sa propre autorégulation. On pose les premières briques de l'indépendance, quoi. Exactement. C'est la même logique que pour le rituel du coucher. Bain, massage, histoire. L'important, c'est la prévisibilité. Ce conditionnement pavlovien fait chuter la pression artérielle. Et c'est pareil pour l'objet transitionnel, le fameux doudou, introduit vers 6 mois. Et on conseille de le porter sur soi la journée pour l'imprégner de l'odeur du parent. Ça agit comme un fantôme protecteur la nuit. Mais bon, toutes ces tactiques partent du principe que le bébé est en pleine santé. À quel moment on envisage la piste médicale? La ligne rouge ne doit jamais être ignorée. S'il y a de la fièvre, on consulte, évidemment, mais il faut surveiller les signes insidieux. Le reflux gastro-œsophagien, le RGO, l'acidité remonte à l'horizontale, ça brûle terriblement. Aucun doudou ne calmera ça. Et les otites aussi, j'imagine. Oui, très fréquente et invisible. La pression des fluides dans l'oreille augmente en position couchée. D'ailleurs, à ce sujet, l'article donne une stat d'Orchini sur l'apnée du sommeil infantile. Près de 2% des enfants de 2 à 6 ans sont touchés, avec des ronflements très forts et des pauses respiratoires. Mais ça m'interpelle. Si Orchini parle des 2 à 6 ans, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces ronflements dès l'âge de 6 mois? C'est un point de discernement clinique crucial, en effet. Parce qu'on risque de surinterpréter une stat, non? Alors, la stat vise les 2 à 6 ans parce que c'est l'âge où les végétations et amygdales s'hypertrophient. Mais l'anatomie respiratoire d'un nourrisson de 6 mois est extrêmement étroite. La présence de ronflements continus ou de pauses respiratoires nécessite impérativement une évaluation médicale. Donc on ne prend aucun risque. Aucun. L'oxygène prime sur toute tentative d'éducation au sommeil. Et n'oublions pas la dernière urgence médicale, l'épuisement profond de la famille. Ça légitime totalement de demander l'aide d'un professionnel. La santé avant tout, c'est clair. Finalement, en prenant de la hauteur, on réalise un truc. Le sommeil, c'est un interrupteur on-off instinctif. C'est une compétence qui s'apprend et un miroir direct du développement cognitif. Cela soulève une question importante, effectivement. Comprendre que derrière chaque cri, il y a une angoisse de séparation ou un pic de cortisol, ça change le prisme. L'adulte remplace l'impuissance par de l'observation clinique et de l'empathie. Et justement, pour refermer cette analyse, je propose une petite réflexion parallèle pour ceux qui nous écoutent. On vient de voir que les nuits chaotiques d'un bébé sont causées par un cerveau en surchauffe qui s'entraîne physiquement ou qui digère des bouleversements identitaires. C'est ça, la permanence de l'objet et tout ça? Eh bien, on peut se demander si nos propres insomnies d'adultes, vous savez, ces nuits où l'on se retourne sans raison dans les draps, ne seraient-elles pas le même mécanisme archaïque? Ah, c'est intéressant. Est-ce que notre cerveau n'essaie pas simplement de digérer nos propres mises à jour identitaires? Une transition pro, une rupture, un déménagement. Notre alarme interne sonne peut-être toujours face à l'inconnu, même à 40 ans. C'est une très belle façon de voir les choses. Peut-être qu'à tout âge, une mauvaise nuit est juste le prix à payer pour continuer à grandir.